Bienvenue dans Archicool, une nouvelle émission de Décodeur, le podcast sur celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et dans Décodeur, si vous suivez ce podcast qui existe depuis 5 ans déjà, je rencontre des pros de la déco, du design et du lifestyle, des marques, des entrepreneurs, des créatifs qui nous racontent leur parcours, leur savoir-faire, leurs inspirations. Ce sont des interviews comme des portraits à la fois intimes et très complètes. Il y a aussi d'autres émissions, si vous voulez Décodeur, c'est comme le nom d'une radio et en découlent plusieurs émissions. Le club avec une bande de chroniqueuses, stylées dans lequel une personnalité qui n'est pas forcément du monde de la déco nous fait visiter sa maison. Ding Dong, 10 questions à un expert, sans compter tous les épisodes spéciaux consacrés à des sujets précis, des événements ou des tendances. Mais il manquait un format, celui dans lequel des architectes d'intérieur, l'un des métiers piliers dans notre milieu, partageraient leur manière de travailler, leur quotidien, leur univers, leurs conseils et plus concrètement leurs projets, voire un projet. Avec Archicool, on va donc décrypter un projet du sol au plafond avec un archi cool, mais aussi archi sérieux pour faire le plein de tips et d'inspiration pour vos chantiers si vous êtes un pro de la déco ou pour chez vous si vous êtes fan de déco. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Juste en haut à droite sur votre plateforme d'écoute, il faut juste cliquer sur suivre, n'oubliez pas de le faire. On peut aussi se retrouver sur Instagram. Pendant que vous écoutez, vous pourrez notamment voir les photos du projet dont on est en train de parler. Ou alors n'hésitez surtout pas à partager cet épisode en story pour le faire connaître. Ou enfin à m'écrire. Bref, c'est toujours un plaisir de voir que le podcast vit bien au-delà de nos oreillettes. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Hélène Lacombe qui est architecte et qui va nous parler de son projet Square C. Bonjour Hélène. Bonjour. Donc Square C. Oui, parce qu'en fait c'était trop long de dire Square Clignancourt dans nos noms d'enregistrement de fichiers et du coup on a raccourci à Square C et au final ça marchait plutôt bien. Bon ok, j'adore, on va parler donc de Square C. Alors il est où cet appartement ? Tu viens de nous le dire, il est dans le 18e. Exactement, il se trouve Square Clignancourt qui est vraiment un petit endroit super joli du 18e qui est assez prisé. On a beaucoup de clients dans le 18e et c'est souvent vraiment un endroit qui est assez recherché et dès que les appartes sont en vente, ils partent vraiment en 2 minutes. Ouais. Alors il ressemble à quoi cet appartement ? Alors du coup c'était un 90 mètres carrés qui honnêtement nécessitait de se projeter pas mal dedans parce qu'en fait les appartements du Square Clignancourt, ce qui est rigolo c'est que nous on en avait déjà rénové un et ils ont tous les mêmes plans. À quelques petites différences près, mais sinon c'est vraiment le même plan sur tout ce square. Et là c'était un appart en fait. T'as 2 typologies d'appart, soit ils ont un double séjour sur ce square, soit ils en ont qu'un seul, une seule pièce de séjour. Et donc là, c'était un appart qui n'avait qu'une seule pièce de séjour sur le square, donc une seule fenêtre sur le square, et qui faisait que c'était donc un espace assez restreint. C'était en fait tout le reste de l'appartement était presque trop cloisonné. Et donc c'est vrai que quand les clients sont arrivés, il fallait quand même se projeter parce que les travaux derrière, on nécessitait vraiment de tout casser, tout ouvrir un porteur pour vraiment créer un grand espace de vie. Et ils ont quand même eu la capacité de réussir à se projeter alors qu'ils étaient vraiment juste avec leur agent immobilier qui leur a très bien vendu le projet. Mais ce qui est assez rigolo, c'est qu'à la base, ils ne venaient pas du tout visiter cet appartement. Ils venaient visiter le 3e étage, qui avait pourtant un double séjour sur le square. Mais je ne sais pas pourquoi, ils n'ont pas du tout eu de coup de cœur. Et en fait, en partant, ils ont vu un agent qui montait installer la pancarte du 5e. Donc en fait, ils l'ont suivi. Ils ont visité l'appartement. Et là, gros coup de cœur. Et en fait, ils se sont lancés directement dans le projet. Donc il y avait un séjour et 2 chambres alors ? Alors c'était un appartement, effectivement, tu avais un séjour. Ensuite, à l'arrière du séjour, du coup, sur cour, une cuisine avec une fenêtre. Et ensuite, tu avais un long couloir avec le sanitaire, 2 chambres et une salle de bain. Ok. Et toi, le projet, c'était donc ? Alors, le projet, c'était de venir créer un grand espace de vie en venant vraiment réunir la cuisine et le séjour et du coup, essayer de retrouver un peu un côté traversant avec les 2 fenêtres. Et c'était un couple de jeunes, mais qui n'avaient pas pour projet, ou en tout cas, on n'en a pas discuté, d'avoir d'enfants. Et du coup, en fait, ils voulaient vraiment leur chambre et une pièce qui servait surtout de bureau et de chambre d'amis. Donc, en fait, c'est un appartement qui n'a toujours que 2 chambres et une belle salle de bain, buanderie,
Et voilà. Et du coup, vraiment, ce grand espace de vie très ouvert. Ouais, ok. Et donc, il était dans quel état, toi? Tu les as aidés à se projeter tout de suite? Comment ils t'ont trouvé? Ils sont venus te chercher? Alors, ils m'ont trouvé parce qu'ils lisaient beaucoup AD Magazine. Et c'est vrai qu'on a eu pas mal d'articles en ligne sur le site de AD. Et c'est vraiment grâce à ça qu'ils ont découvert le travail de l'agence, parce que c'est des clients qui n'ont pas Instagram, alors que souvent, maintenant, aujourd'hui, c'est beaucoup d'Instagram que ça vient et beaucoup de bouche à oreille de clients. Et donc, non, via le site de AD, donc comme quoi... Génial. Comme quoi les médias, ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, du coup, ils m'ont envoyé un mail. Le jour même, on s'est appelé. Le courant est très, très bien passé. J'ai même pas eu à visiter l'appart. En fait, ils ont tout de suite dit « Ok, on part ensemble, on travaille ensemble ». Du coup, tout s'est fait vraiment très vite au coup de cœur. Et en fait, c'était de bon augure. Et c'est vraiment, en fait, ça a été... Tout le long du chantier, c'est comme ça que ça s'est passé. Ça a été à chaque fois à la confiance et au coup de cœur. Et ça a été du coup vraiment un projet qui nous a vraiment beaucoup plu à l'agence. Ouais, donc c'est top quand ça se passe comme ça. Exactement. Ce qui n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Après, c'est normal que les gens, surtout quand c'est un premier achat, un premier chantier, c'est tout à fait normal qu'ils contactent plusieurs architectes et qu'ils rencontrent plusieurs archis. Mais quand ça se joue vraiment au coup de cœur et qu'en fait, dès le premier rendez-vous, ils disent « Ok, c'est bon, on travaille avec vous », forcément, ça fait toujours très plaisir. Et alors, ils savaient ce qu'ils voulaient ou tu les as orientés? Comment vous avez travaillé ensemble au début? Alors, ils avaient déjà cette idée de vouloir vraiment ouvrir le porteur qui, du coup, séparait l'espace cuisine de l'espace séjour. Ça, c'était vraiment un non négociable. Et honnêtement, heureusement qu'ils étaient partants pour ça. Et heureusement que la copro l'était aussi. Parce que sinon, sans ça, le projet aurait été vraiment très différent. Donc là-dessus, ils étaient quand même vraiment très sûrs d'eux. Et ensuite, ils nous ont vraiment quand même laissé libre cours à notre imagination pour imaginer le reste du projet. Ils n'avaient pas vraiment de... À part le fait de toujours vouloir ces 2 chambres, il n'y avait pas vraiment de demande spécifique. Et du coup, c'est vrai que nous, en plan, on a toujours plusieurs options qu'on vient dessiner. Donc là, celle que toi, tu as vue, c'est bien sûr la finale. Mais sinon, il y a d'autres plans qui ont été dessinés, avec parfois une cuisine avec une arrière-cuisine, une salle de bain qui était positionnée ailleurs. On vient toujours, bien sûr, dessiner plusieurs options pour que les clients soient vraiment confortés dans le plan qu'ils vont choisir. C'est jamais... Ça dépend vraiment des projets. J'avoue qu'il y a certains projets où c'est un plan et en fait c'est tout de suite génial. Et du coup on part tout de suite dessus. Et certains plans où parfois ça nécessite d'en faire 4, 5. Parfois c'est vraiment juste une petite zone du plan qui va être modifiée. Là typiquement pour ce projet c'était un plan, on était vraiment très sûrs de nous et il n'y a vraiment que l'espace cuisine qu'on a retravaillé. Je veux dire, on a fait plusieurs options, mais le reste du projet, en fait, était assez clair et fonctionnait très bien comme il a été dessiné dès le premier jet. Et donc, les clients l'ont validé tout de suite. Et quand tu dis on, c'est que vous êtes plusieurs personnes à travailler sur plusieurs idées? Effectivement, moi, j'ai plusieurs chefs de projet à l'agence. Et là, c'est Léna qui était chef de projet sur Squarcé et qui, du coup, a travaillé avec moi sur toute la conception et tout le suivi de chantier. Oui, d'accord. En fait, sur chaque projet, on est en binôme. C'est moi plus la chef de projet. Et donc, tous les rendez-vous de conception, etc., on est vraiment toujours toutes les deux. Et ensuite, dès que ça passe au chantier, c'est vraiment la chef de projet qui est en rendez-vous toutes les semaines sur le chantier avec l'entrepreneur. Et moi, j'y passe parfois une fois par mois, parfois une fois toutes les 2 semaines. En fait, tout va dépendre de là où on est le chantier. Et en termes de style, d'ambiance, de parti pris, ils savaient ce qu'ils voulaient ou vous leur avez fait des propositions? Alors, j'avoue que nous, je pense qu'à l'agence, on est quand même, on a quand même un style qu'on peut reconnaître un petit peu, en tout cas dans le choix des matières, etc. Je pense qu'on, justement, on est très dans le choix des matières assez naturel. J'aime bien le bois, j'aime bien la pierre, et je suis un peu, j'ai l'impression que j'ai moins tendance à suivre les tendances. Par exemple, je ne suis pas forcément une grande fan de papier peint ou de beaucoup de couleurs, etc. Ça dépend aussi de comment elle est utilisée, bien sûr, mais on va souvent essayer de proposer des choses assez intemporelles, même dans les chambres d'enfants, etc. C'est plutôt autour de la matière qu'on va venir travailler et autour du plan, mais pas vraiment forcément autour des motifs et de la couleur, etc. J'avoue qu'on est très matière naturelle. Et je pense que ça peut se voir sur les différents projets qu'on a pu réaliser jusqu'à maintenant. Et on n'est pas du tout... J'aime beaucoup pouvoir utiliser la couleur, mais je ne vais pas du tout être la personne qui va forcément tout de suite le proposer, d'en mettre partout. On travaille vraiment main dans la main avec le client, parce qu'on va avoir des clients qui, bien sûr, vont nous demander une explosion de couleurs, et on aime bien essayer de travailler autour de ça aussi. Mais c'est vrai que ça ne va pas forcément venir de nous tout de suite.
Ouais, ok. Et alors, comment tu as travaillé? Donc, tu as fait des plans. Après, il y a une phase... Alors, la première phase, du coup, c'est le plan. Et dès qu'il est validé, bien sûr, on passe en 3D. Et donc là, en 3D, on fait des 3D assez réalistes. On vient tout de suite apposer les matériaux. On ne fait pas forcément de 3D blanche. C'est vraiment tout de suite ça veut dire travaillé. Quoi, 3D blanche? Alors, ça veut dire que tu vois vraiment que la volumétrie, mais sans matière. Là, on vient vraiment tout de suite apporter des 3D assez finis et assez réalistes pour se projeter au maximum. Et en fait, ça marche aussi bien dans un sens comme de l'autre. Soit il y a des choses qui sont tout de suite validées, soit c'est « oh là là, j'aime pas du tout ». Mais au moins, en fait, on avance encore plus vite parce qu'en fait, les délais de conception, au final, ils sont souvent relativement courts. Conception, c'est-à-dire entre... de tout le temps qu'on a avant le démarrage du chantier. Et il t'a fallu combien de temps, là, par exemple? On a 3 mois, souvent. Ouais. C'est assez standard. Hein. C'est en fait pile entre la signature de la promesse et la signature de l'acte authentique. On essaye d'utiliser au maximum, du coup, cette période-là pour que dès que les clients reçoivent leurs clés, on démarre le chantier. Et donc, c'est vrai que notre 3D, on essaye de la préciser vraiment tout de suite pour nous faire avancer. La 3D, typiquement, pour ce projet, ça n'a pas été tout de suite la bonne. Ça a été dans les matières, mais pas forcément dans la forme. Il y avait parfois des choses qui étaient un peu trop lourdes, peut-être. Et du coup, on est venu presque, au final, le déshabiller un peu au fur et à mesure parce qu'on avait des clients qui voulaient quelque chose d'assez simple et qu'on n'arrive pas dans leur appart avec un peu trop de choses, quoi. Donc, on est vraiment resté sur des matières... naturelles, des teintes assez claires qu'on retrouve dans tout l'appartement. Et je pense qu'on a réussi à créer vraiment une vraie harmonie, justement, dans tout l'appart. Ouais. Et alors, il a fallu parler budget, j'imagine. Alors, oui. Tu avais une enveloppe qui te convenait? Alors, c'était vraiment une enveloppe qui était très chouette. Et ce qui a été encore plus chouette, c'est qu'elle a été amenée à bien évoluer vers le haut, mais à la demande des clients. Et c'est vrai que c'était quelque chose qui était assez inhabituel. Pour nous, à l'agence, on est plutôt habitué à respecter à l'euro près les budgets donnés par les clients. Et là, on a été assez surprise avec Léna. C'était assez génial. C'est qu'ils disaient oui à tout. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'en parlais quand ils ont validé le fait qu'on allait travailler ensemble tout de suite. Il s'est passé un peu la même chose, du coup, dans le projet. C'est que quand on a commencé à tout faire chiffrer, il y avait tellement de coups de cœur, en fait, pour plein de choses, qu'ils ont dit oui à beaucoup de choses. Et ça a été forcément ultra agréable parce qu'on n'est pas toujours habitué à ça. On est vraiment habitué à essayer de trouver plein d'astuces pour faire en sorte que ça fonctionne, à faire des arbitrages, devoir changer un matériau ou autre, alors que là, on était toujours un peu dans le plus. Ce qui était vraiment super agréable. Donc toi, et pas pu te faire toujours plaisir habituel. aussi, peut-être, exactement. Par rapport à d'habitude. On a pu se faire plaisir parce qu'on a pu se dire qu'on conservait tout le béton ciré là où on le souhaitait, qu'on pouvait conserver... on a eu un beau budget de pierre dans ce projet. On a un très bel îlot en pierre avec une belle épaisseur, avec des courbes. On a toute la cuisine, en fait, tout le plan de travail de la cuisine est en pierre. On a un bel encadrement qui mène vers le séjour, quoi. Donc, qui sépare le séjour et la cuisine qui est en Taj Mahal et une cheminée aussi qui a été recréée en Taj Mahal. Donc ce qui est chouette, c'est qu'en fait, tout ce qu'on avait imaginé et dessiné, il a réellement pu être fait et c'est pas resté juste dans notre ordi. Ceci dit, sans être cynique du tout, dans ce quartier-là, t'as plutôt, si tu fais des chantiers ici, tu as plutôt souvent des belles enveloppes, j'imagine? Alors sur le square Clignancourt, c'est sûr que forcément, c'est toujours des gens qui ont des plutôt belles enveloppes parce que comme je disais tout à l'heure, c'est un endroit très prisé, donc les prix sont assez élevés au mètre carré. Et là, en fait, j'ai eu des clients qui ont eu une chance folle. C'est des prix, en fait, normalement, on est plutôt autour de 12 000, 13 000 euros du mètre carré à l'achat. Et en fait, là, c'est des clients qui ont une chance incroyable. L'appartement, le propriétaire, en fait, est décédé et l'a légué, si je me souviens bien, à la faculté de médecine de Paris. Et en fait, qu'il a mis en vente à un prix défiant toute concurrence. Je crois que c'était autour de 8 500 euros du mètre carré. Donc, bien, bien loin des appartes sur le square habituellement. Et donc, c'est pour ça que les clients avaient aussi une marge sur le budget travaux. Et c'est aussi pour ça qu'ils se sont fait plaisir. Ouais. Alors, avant de déambuler dans l'appart, toi, avant de te lancer, quel était ton challenge? Est-ce que tu sentais qu'il y allait y avoir une petite hésitation sur quelque chose? Alors, honnêtement, au final, le challenge, mais qui au final s'est vite résolu, c'était vraiment cette ouverture de porteur. Il fallait absolument que ce soit accepté par la copropriété parce que sinon, vraiment, le projet n'avait rien à voir avec ce qu'on avait envisagé. Et il faut toujours rester prudent là-dessus parce que même si à l'oral, on leur avait dit oui, il n'y aura pas de souci, il faut quand même faire l'AG, il faut quand même le demander. Donc, heureusement, tout a été validé, ça a été parfait. Mais donc, c'était presque le seul challenge, en tout cas, au démarrage. Parce qu'ensuite, honnêtement, dès qu'on a un budget qui peut être un peu plus élevé, on a quand même un peu moins de stress sur le déroulement du projet et sur la suite. Après, ce qui est sûr, c'est que c'est un projet, même si on a tendance à vraiment bien
tout très 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 détaillé, que ce soit dans nos devis de base, dans les DCE qu'on va faire, donc les dossiers de consultation des entreprises. On est vraiment très dans le détail, donc c'est très rare qu'on ait des surprises. C'est juste que là, on a plutôt été face à des clients qui, en fait, au fur et à mesure du projet, réalisaient que vu le budget qu'ils mettaient, ils voulaient toujours un peu mieux. Et donc, par exemple, c'est tout bête, mais on s'est retrouvé avec... à la base, on devait faire quelques faux plafonds juste pour la distribution électrique et des passages de réseau VMC. On s'est retrouvé à en faire dans tout l'appartement parce qu'ils voulaient tout isoler vis-à-vis des voisins du dessus qui ont 2 enfants en bas âge, qui était un couple que je connais de l'école, donc c'est assez rigolo. Et tu leur as dit, il faut isoler, je connais les enfants. Exactement. Donc ça, c'était quand même assez drôle. Et du coup, en fait, ils sont passés plusieurs fois le week-end, ils ont entendu les enfants au-dessus et ils se sont dit, en fait, nous, on n'en a pas chez nous, donc c'est pas pour entendre ceux des autres au-dessus. Et donc, en fait, on a... Comment on isole ça, d'ailleurs? Alors, c'est des faux plafonds. C'est juste qu'il faut mettre une laine isolante à l'intérieur. Et il faut aussi avoir une certaine épaisseur pour que ce soit réellement efficace. Genre quoi? Alors là, on a mis, au total, il y a 10. 13 cm d'épaisseur dans l'appartement. Donc, tu rabaisses mais un en fait, petit peu le plafond. Exactement. On rabaisse le plafond, mais en fait, vu qu'on venait retravailler les moulures, vu qu'on venait en reposer des nouvelles, parce que dans tous les cas, par exemple, l'ouverture de porteurs et la création de la bibliothèque du séjour nous nécessitaient d'en poser des nouvelles. Et donc en fait on s'est dit tant pis, on va en poser aussi dans le reste de l'appartement, donc tant pis, on est venu descendre, mais par contre au niveau du confort au quotidien pour les clients, ça n'a rien à voir, parce que par exemple la chambre des clients se trouvait pile en dessous de la chambre des enfants. Donc en fait, si le matin, ils voulaient dormir un peu, c'était raté avec les voisins du dessus. Alors je fais une parenthèse dans la parenthèse, que je pense que ça peut intéresser les auditeurs. Quand on entend trop ses voisins au-dessus, comme ça, on peut... c'est la solution la plus connue et on peut faire ça facilement. Alors c'est facile de faire un faux plafond. Alors après, bien sûr, c'est quand même un peu coûteux. C'est quand même, en fonction du faux plafond choisi, on va être quand même autour de 100 € du mètre carré. Et en plus, derrière, il y a la peinture. Donc, il y a quand même aussi la peinture à rajouter avec, environ 45-50 € du mètre carré. Donc, on va vite se retrouver avec quelque chose qui va autour de 150 € du mètre carré pour une pièce. Donc, il faut quand même avoir ce budget-là. Mais par contre, ça peut effectivement beaucoup changer au quotidien. Ce qu'il faut juste pas faire, c'est juste venir mettre une seule plaque. C'est dépenser de l'argent pour pas grand-chose. Après, ce qui est encore mieux, mais là, par contre, il faut vraiment, vraiment avoir les moyens. Mais on a déjà eu le cas avec une entreprise qui nous a raconté qu'ils ont eu un client ils ont donc refait tout leur faux plafond et en plus de ça, fait une chape isolante chez les voisins du dessus qu'ils ont pris à leur charge pour il y a des gens qui sont vraiment fous en fait avec le bruit et donc ça peut quand même aller loin. Il y a des immeubles qui rendent fou aussi dans la construction. Totalement. Mais du coup, là, on n'a pas payé le sol de la part du dessus, mais ils se sont contentés de faire les faux plafonds et ça a super bien fonctionné. Ok. Alors, quand on rentre dans cet appart, on a une petite entrée en fait, avec de la menuiserie. C'est une petite entrée, effectivement. Ce qu'on a décidé de faire, c'est d'inverser le sens d'ouverture de la porte d'entrée. Parce qu'en fait, on avait une porte d'entrée qui s'ouvrait, qui faisait qu'en fait, on arrivait dans le coin de l'entrée. Et en fait, on a décidé de la faire s'ouvrir dans l'autre sens pour vraiment ouvrir, au contraire, vers la pièce de vie. Et on a un peu un jeu de... Alors, on a bien sûr des placards parce que nos clients avaient énormément de choses à ranger, énormément de chaussures, énormément de vêtements, comme pas mal de nos clients. Donc, on avait quand même, bien sûr, besoin d'optimisation dans l'espace. Donc, on a effectivement un grand linéaire de placards, une banquette qui sert aussi de cache radiateur. Parce qu'on était sur un chauffage collectif dans l'immeuble, et je pense que si les archis qui nous écouteront sauront que quand on fait un chantier en plein milieu de l'hiver et qu'on a du chauffage collectif, ça peut être assez compliqué avec les chauffagistes de l'immeuble et ça peut prendre pas mal de temps. Donc pourquoi? On a essayé tant que possible de garder les radiateurs aux endroits existants. Malheureusement, parce qu'en fait on doit toujours passer par le chauffagiste de l'immeuble et que c'est vraiment pas des urgences de leur côté et que ça peut vraiment prendre de nombreux échanges, mais des dizaines d'allers-retours avec eux avant d'avoir enfin un devis, avant ensuite d'avoir enfin afin d'avoir une date de mise en œuvre. Et du coup, on peut perdre pas mal de temps. Parce que c'est des choses qui doivent être faites relativement rapidement dans le chantier, et c'est vrai qu'on peut perdre pas mal de temps. Et même dans une petite entrée, on met une petite banquette, on prend... Alors, ils voulaient quand même, effectivement, ils voulaient quand même avoir leur banquette, parce que c'est quand même super pratique pour se chausser, et parce qu'en plus, là, on était vraiment sur des clients qui enlèvent leurs chaussures à peine arrivés chez eux, et du coup, c'était vraiment important pour eux d'avoir l'espace pour se chausser, se déchausser, et les placards. Et en fait, au final, avec le jeu de miroir qu'on est venu créer pile au-dessus de cette banquette, ce qui est assez agréable, c'est que du coup, quand on rentre,
on a tout de suite cette vue sur le miroir et qui reflète la fenêtre en fait de la cuisine qui se trouve derrière. Et donc c'est assez agréable parce qu'au final, ça vient vraiment créer une belle ouverture en fait sur l'espace qu'on va découvrir en avançant un peu dans l'appartement. Donc quand on avance après, on a quoi à droite? Alors on est tout de suite on tombe tout de suite sur le bel îlot de la cuisine, qui est vraiment, ça c'était une demande des clients. Ils voulaient vraiment un îlot qui serve de table de salle à manger. Donc c'est une table de salle à manger qui du coup est un peu surélevée parce qu'on a une hauteur d'îlot, donc on n'est pas à une hauteur de table standard. Mais ça c'était vraiment très important pour eux. Ils voulaient un bel objet central en fait en arrivant dans l'appartement. Et c'est la table principale. Exactement. C'est vraiment leur table. Ils aiment beaucoup recevoir et en fait ils aimaient bien que ce soit le lien du coup entre leur séjour, leur salon et la cuisine. Ils aiment beaucoup recevoir, mais autour d'un îlot, quoi, tu mets... on pouvait être, 5, je pense 6 et en se serrant un peu 7. Ouais. Ou 8. 7, 8, mais après, si c'est assez informel, ça peut être à la fois dans le séjour, à la fois dans le salon, dans la cuisine. Donc, l'idée, c'était vraiment de pouvoir se rassembler autour de cet îlot. Ils voulaient pas... j'avoue que moi, c'est quelque chose qu'on fait rarement, les îlots avec évier et plaques dessus. Je trouve ça assez pratique quand ça reste sur le linéaire pour vraiment que l'îlot reste propre. Et parce qu'en fait, au final, les projections d'eau, les plaques, etc., c'est jamais très pratique. Et là, on était vraiment en plus sur l'unique table du projet. Donc, c'était important que ça reste vraiment juste un îlot simple, sans aucune fonctionnalité de cuisine. On a quand même un peu de rangement au bout de l'îlot avec la cave à vin des clients et juste des tiroirs supplémentaires. Mais voilà, sinon l'idée c'était vraiment d'avoir ce bel objet en plein centre sur lequel on arrive, sur lequel on tombe en fait directement en rentrant dans l'appartement. Et après, l'idée était vraiment d'essayer de fondre au maximum la cuisine dans l'espace. C'est-à-dire qu'en fait, on est venu travailler avec du béton ciré et des jolies courbes pour essayer de fondre au maximum en fait le dessin de la cuisine et essayer de l'intégrer en fait au maximum dans les murs pour que quand on arrive, on se dise pas forcément tout de suite je suis dans ma cuisine. Alors bien sûr, on voit l'évier, on voit les plaques, etc. Mais en fait, ça reste un très bel élément assez léger. Mais c'est toi qui as créé cette rondeur. Je précise que je mettrai toutes les photos sur le post Instagram de l'épisode. Je mettrai une bonne vingtaine de photos, on pourra se rendre compte. Vous pouvez aller voir si vous êtes en train d'écouter. Mais donc la cuisine, ça fait comme une vague un peu. Exactement. Et mais c'est toi qui as voulu ça. Oui, bien sûr. Parce que pour procurer quel effet ? En fait, justement, pour essayer de la gommer un peu, pour essayer de la rendre un peu plus douce. Donc en fait, on avait aussi beaucoup de recoins des conduits de cheminée qu'on avait derrière. On avait pas mal de descentes, etc. Et du coup, pour venir un peu adoucir tout ça, parce qu'il y avait un côté assez dur, on est vraiment venu tout courber. Et je pense que ça se voit sur les photos, ça a un effet assez enveloppant, assez agréable. Et par exemple, les meubles hauts qui du coup sont intégralement couverts de béton ciré, on les oublie presque. Et surtout avec leur rondeur. Donc en fait, ça, je trouve, ça a plutôt bien fonctionné. Et en fait, il y avait aussi un élément important, c'est que cette cuisine, au bout de cette cuisine, on tombe sur la fenêtre, mais aussi sur la porte de l'escalier de service. Et les clients voulaient vraiment conserver cet accès parce qu'ils ont une chambre de bonne au 7e étage. Donc eux, ils sont au 5e et ils ont une chambre de bonne au 7e qui est leur petite salle de sport. Et en fait, ils ne voulaient pas à chaque fois avoir à redescendre pour ensuite remonter par l'escalier de service. Donc en fait, ça restait aussi un accès très important. Et on est venu un peu travailler aussi, du coup, au niveau de cette porte. Ça, c'est vrai que c'est sur les photos qu'on peut le voir, mais on a du coup cette rondeur en fait, qui se termine par un très beau voilage en courbe qui a été posé par la tapissière avec laquelle on travaille beaucoup. Qui s'appelle Nathalie Moine, on en reparlera tout à l'heure, et qui du coup vient vraiment bien finir la courbe de la cuisine. Et c'est un super joli élément du projet. C'est un voilage qui du coup cache la porte de l'escalier de service et à la fois la fenêtre. Et c'est vrai qu'en fait ça renforce encore plus le côté courbe de la cuisine. Et comment on crée une courbe comme ça dans une cuisine, ou dans une pièce ? En fait, honnêtement, là, on a du coup ce qu'on a fait, c'est que tout bêtement déjà sur les murs, c'est vraiment avec du placo que l'entreprise générale elle est venue tout lisser, tout courber. Et ensuite, nous, c'est sur les menuiseries sur mesure. Donc les menuiseries, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tous les meubles hauts qu'on est venu courber. Donc bien sûr, le menuisier a courbé toutes les façades pour les intégrer au maximum au mur. Et du coup, pareil, ensuite sur les caissons bas et sur la pierre. La pierre, bien sûr, du coup, de toute façon, c'est sur mesure. Donc en fait, une fois que les caissons sont posés, le marbrier, il vient, il prend tout son gabarit et il vient suivre parfaitement les courbes qu'on a créées. Et vous avez appliqué du béton ciré sur la menuiserie ? Exactement, sur les façades. En fait, c'était vraiment l'idée de l'avoir sur tout le mur de la crédence et sur du coup tous les meubles hauts pour venir vraiment intégrer l'ensemble et, comme je disais, essayer de les dissimuler au maximum. Ouais. Béton ciré, tu as un expert qui vient faire ça ? Alors là, c'est cette entreprise générale, mais sinon c'est vrai qu'on aime beaucoup travailler avec l'entreprise, c'est Instinctive Design
qui est génial en fait en béton ciré, parce que c'est quelque chose qui est vraiment pas simple. Il faut vraiment Oui, une bonne entreprise, puisqu'on entend beaucoup de gens qui ont des gros ouais. soucis avec leur béton ciré. Et c'est vrai que c'est fréquent qu'on bosse du coup sur les très grosses surfaces avec cette entreprise, Instinctive Design, qui est vraiment habituée à ça, et on n'a jamais eu aucun souci. Là, c'est eux qui ont fait le sol de notre agence, par exemple. Et là, typiquement, par contre, c'est l'entreprise générale qui s'en occupait et qui l'a extrêmement bien fait. Donc, c'était sur les façades et aussi tout sur l'évier, les murs. Alors non. Par contre, au niveau de l'évier, on est vraiment sur de la pierre. C'est un beau marbre qui vient de chez Brachot. C'est un marbre qui s'appelle Laza Wave et qui est très joli. C'est un marbre clair qui a quelques fines rayures un peu brunes et noires, mais très légères. Et donc ça, on l'a choisi du coup pour le plan de travail et l'îlot. Et donc ça, ça a été rajouté du coup. Et le sol, du coup, qu'est-ce que c'est si t'as pas mis en plus du béton ciré? Non, le sol, on est sur un parquet dans quasiment tout l'appartement, un beau parquet point de Hongrie qui est neuf. Parce que donc ça a aussi été une demande des clients. On a vraiment refait l'intégralité des sols et on a créé une chape sèche dans tout l'appartement. Donc c'est des chapes en fait, c'est assez pratique en mise en œuvre. Il y a des petites vermiculites, des petites billes qu'on vient mettre en fait entre toutes les lambourdes au sol, et en fait on vient poser des plaques de fer macelle par-dessus. Ça permet du coup de reniveler tout l'appartement, d'être vraiment à niveau, et ça permet un super bon isolement vis-à-vis des voisins du dessous. C'est très agréable aussi en fait quand on marche, du coup ça sonne plus creux, il y a vraiment toutes les interstices en fait qui ont pu être comblés. Et ce qui est génial, c'est que du coup il y a aucun temps de séchage, donc on perd vraiment pas de temps en chantier. Ça permet d'être super rapide en termes de mise en œuvre. Donc ça c'est quelque chose qu'on propose souvent quand on a les sols à revoir. Et donc là on est vraiment sur un joli parquet point de Hongrie qui vient de chez Carré Sol, avec lesquels on bosse beaucoup. Et donc voilà. un style plutôt classique. Assez classique pour ça. J'avoue que ça, on aime bien respecter un peu les codes, donc on est resté sur du point de Hongrie dans les pièces de vie, et on est sur du parquet lame droite dans les pièces de circulation. Et ensuite, on retrouve du béton ciré dans la salle d'eau, la salle de bain. Mais c'est le seul endroit. Donc on en retrouve juste dans la cuisine et la salle de bain. Ouais, ok. Alors on va arriver donc juste à droite après la cuisine. Il y a une petite pièce avec une petite verrière. Donc c'est le fameux, enfin verrière. On dit verrière. Si, on a une grande verrière. Donc ça, en fait, c'est la deuxième chambre justement. Donc voilà, j'ai la deuxième chambre parce qu'il y a la chambre principale. Ouais. Donc en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on avait ce très long couloir, et pour essayer de casser un peu ce côté-là, on a créé cette grande verrière coulissante. En fait, il y a 2 pans coulissants et 2 pans fixes. Ça permettait de vraiment casser l'effet couloir, parce que du coup on est tout vitré sur le côté, pas tout vitré, mais on a une bonne partie, plus de la moitié du couloir qui est vitré, et qui permet de ramener vachement de lumière de la fenêtre, parce que c'était une très grande cour, donc c'était quand même des pièces très lumineuses. Et donc voilà, donc ça permettait d'apporter de la lumière, de casser le côté couloir, et juste d'avoir du coup une pièce vachement plus lumineuse. Ouais, et c'est là qu'il y a le coin bureau ? Exactement. Tu as créé un bureau sur mesure. En fait, les clients, ils sont tous les deux avocats, ils bossent beaucoup. Et c'était assez important pour eux d'avoir justement un bureau très confortable au quotidien, et pas le petit bureau qu'on peut replier, quoi. C'était vraiment un vrai bon bureau avec un écran fixe, etc. Et donc, c'était important pour eux que cette pièce, elle soit très agréable et à la fois un peu ouverte pour pas trop se sentir... juste tout seul dans sa petite pièce. Oui, donc ce que tu appelles la chambre est en fait un bureau. Au final, peut-être que ça deviendra une chambre. Exactement, pour eux, là, c'était vraiment un usage de bureau. Ouais, ce qui est aussi bien. Moi, je fais une petite parenthèse, mais c'est parfois peut-être un peu triste quand tu te projettes je sais pas, tu t'installes, tu as 30 ans et tu prévois des chambres, puis en fait, l'enfant n'arrive pas, etc. Oui, et puis là, en fait, honnêtement, souvent, le sujet enfant, on en parle beaucoup avec les clients, quand ça vient des clients. Voilà. Je veux dire, si on nous dit, on veut que ce soit une chambre enfant, on veut bien sûr, on le prévoit tel quel. Là, ça n'a jamais été un sujet, et j'avoue que c'est un sujet qui peut être très délicat. Donc, en fait, si moi, le client n'en parle pas, je n'en parle pas. Oui. Et donc là, on a vraiment parlé de chambre d'amis. C'est pour ça que je disais chambre, c'est qu'en fait, on parlait vraiment de chambre d'amis, parce que c'est un canapé-lit ensuite qu'on a installé, et de bureau. Mais c'est vrai qu'en tout cas, ça n'a jamais été le sujet d'être une chambre enfant. Donc, à droite, c'est le bureau, et à gauche, quand même, j'ai zappé, on est parti vers le bureau, mais la cuisine plonge sur le salon. Sur le salon, et c'est justement là, du coup, on a fait une grande ouverture, on a ouvert le porteur sur 4 mètres. Donc on l'a vraiment quasiment intégralement ouvert supprimé. Le porteur, ça veut dire t'as cassé le mur porteur. Exactement. Alors attends, moi j'adore cette émission parce que je découvre plein de trucs aussi. Je croyais que c'était interdit de casser des murs porteurs. Non, pas du tout. C'est juste qu'il faut faire les choses correctement. C'est juste que ça nécessite pas mal d'étapes. Donc d'abord, en fait, tu fais venir un ingénieur. Mais toi, t'es architecte, c'est là qu'on peut préciser. Alors je suis architecte, mais en même temps, il faut quand même dans tous les cas un ingénieur structure. Ah oui, d'accord. Donc c'est juste que parfois les gens justement vont confondre un peu, mais en fait les architectes d'intérieur, ils peuvent tout autant que moi ouvrir un porteur. Ah, je croyais qu'ils pouvaient pas, pardon. En fait, c'est les clients qui
qui aussi, pareil, ont souvent ce truc de dire « Ah cool, vous êtes habilité à la maîtrise d'œuvre, donc super, on va pouvoir travailler la structure. » Non, parce qu'en fait, dans tous les cas, un architecte d'intérieur peut le faire tant qu'il bosse avec un ingénieur. D'accord. Moi, là, toute seule, j'aurais pas pu le gérer. D'accord. Donc en fait, j'ai bien sûr l'idée de la mise en œuvre qui va être faite, etc. Mais je suis pas ingénieure, je fais pas les calculs. Et du coup, là, j'étais épaulée par l'ingénieur avec lequel on bosse beaucoup sur nos différents projets. Et qui, du coup, en fait, il vient, il fait tout son petit dossier d'ouverture de porteur. Donc, c'est lui qui va vraiment le dessiner, etc. Qui va faire le dossier, qui va dire il faut tel IPN, telle dimension, etc. Ça, c'est présenté en AG. Donc, les clients, souvent, soit l'AG, elle tombe bien, soit ils doivent convoquer une AG exceptionnelle. Mais en même temps, là, quand ça vaut le coup, c'est pas dans tout le coût d'un achat et le coût de rénovation, c'est pas l'AG exceptionnel qui vient non plus. C'est pas catastrophique en termes de budget. Et ensuite, du coup, ce qui se passe, c'est qu'une fois que c'est voté en AG, tout simplement, on a l'autorisation. Les clients, ils se doivent de prendre une assurance de dommage ouvrage. C'est souvent demandé par la copropriété. Donc ça, c'est une assurance qui est un peu chère. Oui, bien sûr, ça peut arriver. Alors, souvent... ça nous est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Alors, on n'ouvre pas des porteurs non plus dans tous les projets. On le fait quand c'est vraiment réellement nécessaire et qu'il y a un vrai impact sur le projet. Il y a certains projets où on sait directement que c'est compliqué. Typiquement, si on est au rez-de-chaussée d'un immeuble de 8 étages, on sait qu'on va avoir un peu plus de réticence. Là, on était au 5e étage. Il y avait des voisins qui l'avaient déjà fait, donc on était sur une copro assez à l'écoute et assez chouette. Ça a été une copro très très facile pendant tout le chantier. Donc ça s'est plutôt bien passé. Ouais, ok. Et donc, excuse-moi, je t'ai coupé. Effectivement, on ouvrait ce porteur pour vraiment ouvrir sur le séjour. Et du coup, la pièce de séjour, qui est la seule pièce qui donne sur ce joli square Clignancourt. Et donc là, ça, c'est une pièce où on a juste... on a ce bel encadrement dont je parlais tout à l'heure, en pierre qui s'appelle le Taj Mahal, qui est une pierre qu'on voit pas mal en ce moment parce que c'est une pierre beige qui est un peu passe-partout et qui est très jolie et assez... qui a un bon rapport qualité-prix vis-à-vis d'autres pierres. Pas vraiment qualité, pardon, mais en tout cas un prix plutôt intéressant pour une pierre naturelle et qui est assez résistante pour une pierre naturelle aussi. Et donc du coup, on est venu la poser sur tout l'encadrement et on la retrouve aussi sur la cheminée, alors qui n'est plus une cheminée parce que de toute façon, les cheminées n'étaient plus fonctionnelles. Donc c'est une fausse cheminée qui vient accueillir plutôt le système son des clients. Donc ce qu'on est venu créer dans le salon, c'était vraiment une grande bibliothèque. On avait un client qui était fan de vinyle, donc c'était super important qu'il ait des tiroirs ultra robustes. Donc on a tout le bas de la bibliothèque qui a de nombreux tiroirs avec vraiment tous les vinyles du client et tout un système son qui est intégré dans la bibliothèque, relié à sa platine. Et on a aussi intégré derrière les moulures l'écran du vidéoprojecteur qui descend du coup automatiquement devant la bibliothèque. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous est beaucoup demandé sur les projets. On remarque que de plus en plus... L'écran qui sort on a beaucoup de gens en fait, qui ne veulent pas de télé. Ils trouvent ça pas joli ou ils n'en veulent pas. Moi, j'avoue que ce n'est pas quelque chose qui me choque, honnêtement. Après, là, dans cette pièce, typiquement, c'est vrai que c'était plus pratique de ne pas l'avoir parce que ça prenait beaucoup de place dans la bibliothèque alors qu'on avait des clients qui avaient énormément de livres et énormément de vinyles. Donc là, ça avait vraiment du sens. Mais c'est vrai que c'est un truc qui est pas mal à la mode de demander des écrans de vidéoproche encastrés qui viendraient descendre pour essayer de cacher au maximum la télé. Ouais, la télé. Et le sol, c'est toujours le parquet point de Hongrie. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ce qu'on peut dire, c'est qu'ici, on a un peu... il y a un côté assez doux. On est venu travailler avec la tapissière dont je vous parlais tout à l'heure, qui est venue du coup travailler sur des voilages et des beaux rideaux au niveau de la fenêtre. Qu'est-ce que tu appelles beau rideau? On est parti sur un beau tissu épais de chez Elitis et un joli voilage de chez Dédar. Ouais. Et c'est juste que du coup, c'est assez joli. Ça ramène un peu de caractère au niveau de la fenêtre. Et on met du voilage quand même au 5e... ils sont au 3e, les clients en 5e? voulaient. Ils sont au 5e étage. Les clients en voulaient quand même parce qu'en fait, il y a parfois... C'est tout bête, mais en fait, je sais pas, il y a le soleil qui tape, par exemple. Et en fait, on n'a pas forcément envie de fermer les rideaux, mais on veut venir tamiser un petit peu la lumière. Ça peut quand même rester assez agréable. Et il y a un côté assez enveloppant aussi que je trouve toujours agréable. Donc là, ils ont souhaité en mettre. Et on en a, du coup, comme je disais, ça répond aussi au voilage qu'on avait dans la cuisine, en fait, juste en face. Et c'est vrai qu'ensuite, on a mis des voilages, en fait, je suis en train de réaliser dans toutes les pièces. Dans le bureau et dans la chambre du fond aussi, on est venu travailler dessus. C'est vrai que dans la chambre et dans le bureau, ça a du sens parce que, vu qu'on est sur cour, on a un vis-à-vis qui est un peu plus prononcé. Et du coup, c'est quand même plus agréable quand on a envie d'être tranquille sans forcément perdre toute la lumière en fermant les rideaux.
Et donc c'est vrai qu'on en propose quand même assez ça régulièrement se fait à nos encore clients. Toujours nous, on aime beaucoup. Ouais. Alors, si on repart de l'autre côté, il y a une salle de bain qui est extraordinaire. Elle est tout en courbe. Tout en courbe et tout en béton ciré encore. En fait, c'est la même technique du sol au plafond. Exactement. Non. Ah ouais. En fait, on est venu répondre un peu à la cuisine. Justement, c'est ce que je disais. Alors, je pense comme beaucoup d'archis, bien sûr, mais j'aime bien quand il y a vraiment une harmonie dans l'appartement. Et du coup, c'est vrai qu'on est venu retravailler cette histoire de courbe. Alors, une fois de plus, parce qu'on avait pas mal de descentes et de petits recoins. Et du coup, c'était pas mal de venir courber en fait les murs pour cacher tout ce qu'on voulait pas voir. Et en fait, du coup, avec le béton ciré, c'est parfait parce que ça nous permet vraiment d'avoir une continuité au niveau de la matière qui est super belle. Et du coup, c'est vrai qu'on est venu vraiment travailler dessus. On est venu cacher la douche derrière le meuble vasque avec une belle cloison courbe. La baignoire aussi, ce qui est assez chouette, c'est qu'on a une belle baignoire encastrée. On a une petite mosaïque quand même autour de la baignoire parce qu'on a voulu changer un peu de matière, mais on est venu chercher un peu un ton sur ton avec le béton ciré. Parce que ça, c'est quelque chose que j'aime bien travailler justement. C'est plutôt... On travaille autour d'une teinte et ensuite on vient un peu travailler autour de la matière et de trouver un peu des harmonies entre les teintes. Donc là, ce que j'aimais beaucoup, c'était le côté du béton ciré qui vient de chez Marius Sorrenti sur ce projet. C'est la marque avec laquelle on bosse beaucoup aussi de béton ciré et qui se fond un peu avec la mosaïque qui vient de chez Chesy. Et je le cite parce que c'est pareil, c'est une marque avec laquelle on bosse beaucoup. C'est sympa de partager tes plans. Et du coup, c'est vrai que c'est ça qu'on aime vraiment bien faire, je pense, à l'agence, c'est plus travailler sur les matières et les textures. Donc, ce qui est chouette avec cette baignoire, c'est qu'elle est encerclée par justement 2 jolies courbes qu'on a faites symétriques. Et c'est vrai que ça fait vraiment un très très bel effet. Et on retrouve un peu la même chose côté vasque. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'était vraiment pour venir cacher pas mal de conduits, de descente de la part du dessus qui descendait, d'une descente sur un côté. Et en fait, on vient jouer avec la contrainte pour créer quelque chose de vraiment joli et enveloppant au quotidien au final. Le sol est en béton ciré aussi. Oui. Et ça, comment on entretient il y a toujours des grandes questions. En fait, l'entretien, au final, il est très simple. C'est juste des... Alors déjà, il faut bien sûr qu'il soit correctement posé, parce que c'est là que ça peut devenir cata. C'est qu'on voit beaucoup de gens qui ont un béton ciré très poreux, il a été mal posé en fait. S'il est correctement posé... Mais ça veut dire quoi, mal posé? Je te coupe, mais ça veut dire qu'il faut que ce soit un pro qui le fasse. Ça veut dire que c'est l'artisan qui a soit mis une couche trop épaisse, soit les délais de séchage n'ont pas été respectés, le vernis a été mal posé, quoi. Il peut y avoir pas mal de soucis. Mais comment on peut savoir si l'artisan il va bien le faire? Il faut que ce soit un expert. Alors après, malheureusement, on tente. On a déjà eu quelques déconvenus, on a déjà eu quelques soucis de béton ciré avec des entreprises qui n'en avaient pas forcément beaucoup fait, et ça peut vite devenir catastrophique. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut reprendre, et c'est compliqué. Et ça se rattrape? Ça se rattrape, mais difficilement, il faut tout reprendre. C'est pas une matière qu'on peut juste venir retoucher à un petit endroit. Si tu retouches à un endroit du sol, il faut retoucher tout ton sol, en fait. Donc c'est assez compliqué quand même en termes de mise en œuvre. Ouais. Mais quand c'est bien fait, c'est super, et l'entretien, il est très simple. C'est juste des produits naturels, en fait. C'est du savon noir, du savon de Marseille, quoi. C'est juste pas de produits abrasifs, pas de produits chimiques, etc., quoi. Et c'est pas trop froid aux pieds? Attention, je suis dans le cliché, là, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se pose Alors, je des sais qu'il y a questions. beaucoup de monde, effectivement. C'est une demande qu'on a souvent. Alors non, honnêtement, c'est pas trop froid. C'est pas plus froid qu'un carrelage, et c'est même, je pense, presque plus chaud qu'un carrelage au final. Donc non, honnêtement, c'est vraiment pas froid. Ouais, ok. Et il y a une petite douche au fond, oui. Parce que la baignoire, comme il projetait pas d'enfants, c'est quand même un petit plaisir. C'était un plaisir d'avoir quand même une baignoire dans l'appartement. C'était quelque chose qu'il voulait quand même, et il voulait quand même la douche pour le côté pratique au quotidien. Et en fait, l'espace le permettait. Ils n'avaient pas forcément besoin d'un plus grand espace pour les vasques ou autres, ça leur suffisait amplement, donc ils étaient contents de pouvoir avoir le côté baignoire et le côté douche. Et il y a des très belles façades en bois, je crois me souvenir. C'est quoi? En fait, on est venu travailler, alors c'est rigolo parce qu'au final, c'est un bois qui plaît beaucoup, alors que c'est un bois qui est, je pense, un des plaquages les moins chers. C'est de l'okoumé qu'on est venu teinter pour le projet. Comment t'écris okoumé? O-K-O-U-M-E. Ouais. Et donc en fait c'est un contreplaqué, donc c'est des vraies feuilles de plaquage qui sont collées sur un panneau. Et en fait nous pour le projet on est venu le teinter parce que c'est un bois qui est assez je dirais que la teinte initiale elle est un peu orangée. Et les clients voulaient un aspect un petit peu plus foncé, mais en fait ce qu'ils aimaient bien dans ce bois, alors ils l'ont vu parce qu'on l'avait déjà utilisé dans d'autres projets, et en fait c'est un bois qui a un très beau veinage, c'est des très grandes courbes en fait dans le veinage, et c'est vrai que c'est assez joli. On peut pas mal le voir sur les photos de la bibliothèque parce que du coup tout le bois du projet en fait on a travaillé avec de l'okoumé. On a juste travaillé sur 2 teintes différentes. On a une teinte un peu plus claire dans les meubles de l'entrée, la bibliothèque et la chambre principale, et une teinte plus foncée dans la salle de bain.
Et ça, du coup, c'est rigolo parce que c'est un plaquage qui plaît beaucoup. Ah ouais, alors très qu'il beau, est très élégant et très super dans l'air du abordable temps. en fait. Ah ouais. Et c'est rare que les clients ils flashent pour un truc qui coûte pas très cher entre guillemets. Et souvent, c'est les bois les plus chers en tout cas pour les autres lots, souvent ce que les clients vont adorer, c'est ce qui coûte le plus cher. Ouais, Donc là, pour une fois, c'était pas mal. On va passer à la chambre, qui est donc l'unique chambre et qui est donc tout au bout de l'appartement. Exactement. Donc du coup, c'est vrai qu'elle s'est retrouvée au bout de l'appartement parce que déjà, c'était la pièce qui avait le plus grand espace. C'était assez important pour eux d'avoir un bel espace dans leur chambre au quotidien. Et en fait, une fois de plus, c'était aussi pour les rangements. Ils voulaient quand même avoir un dressing de taille convenable. Donc là, on est venu créer un peu plus de 3 mètres de linéaire de dressing. Et on a aussi en fait toute la tête de lit qui se courbe, une fois de plus, qui se transforme en fait en angle, en petite commode basse avec des tiroirs. Donc pour compléter encore les rangements. Se prolonge en fait sur 2 pans de mur. En fait, exactement. Elle est sur 2 pans de mur, elle est en angle. On a le côté tête de lit, du coup, vraiment avec les tables de nuit intégrées. Quoi. Je veux dire, on a une petite niche avec les prises, les interrupteurs, les petites étagères. Et ensuite, elle se prolonge vraiment en commode avec des tiroirs. Ce que j'ai bien aimé, et d'ailleurs, c'est un détail qu'on retrouve sur la bibliothèque, c'est qu'on est vraiment venu jouer sur le full bois. On a aussi, on a trouvé... parce qu'en fait, faire des poignées sur mesure encastrées, c'est forcément un peu plus onéreux. Il aurait fallu les creuser dans du massif, etc. Et là, ce qu'on a fait avec Léna, c'est qu'on a trouvé sur un site de jardinage, de bricolage, des petites poignées en bois, toutes bêtes, toutes faites, et qu'on est venu en fait faire teinter par le menuisier et qu'on a placé du coup sur le meuble. Et je sais que ça a énormément plu aux gens qui ont pu voir le projet, alors que c'est un truc qu'on a acheté à 4 € sur un site de jardinage. Donc ça fait partie des... Même si c'était un projet avec un budget très chouette, on avait quand même ces petites astuces parfois pour pas non plus apporter des petits détails qui avaient un coût délirant et trouver quand même des solutions pour que ça reste beau et abordable quand même. Beau et abordable. Ce que je me disais juste, alors c'est pas du tout une critique, mais c'est que je me dis, il y a beaucoup de menuiseries, vous voulez pas de vrais meubles, tu vois ? Alors, ça c'est toujours une question qu'on a avec les clients, parce que moi la première chez moi, alors moi je suis locataire, donc j'ai pas bien sûr fait de menuiserie partout dans l'appart, mais j'ai un mari qui est ébéniste, alors du coup on a quand même fait quelques éléments sur mesure dans l'appartement. Toi, t'as le droit. Mais on adore chiner. Je veux dire, j'adore acheter des meubles, j'adore un peu au fur et à mesure des années trouver des nouvelles choses. Et je réalise qu'on a quand même beaucoup de clients où c'est pas du tout le cas. Ils nous demandent, nous on va souvent en fait essayer de dire, mais est-ce qu'on laisse pas un mur libre, est-ce qu'on laisse pas quelque chose ici pour avoir l'opportunité, ou en tout cas une option plus tard de s'acheter une commode ou quelque chose. Et on va avoir des clients qui vont être plutôt d'accord là-dessus et qui vont vouloir laisser de la place, et d'autres clients qui savent qu'ils veulent vraiment créer un ensemble et venir poser leur valise, et c'est tout. D'accord. Donc là, c'était le cas. Là, c'était des clients qui voulaient vraiment créer un ensemble dans tout l'appartement et pas se prendre la tête sur du mobilier. Par contre, ils étaient très attachés aux luminaires et à quelques éléments qu'ils avaient déjà. Ils ont 2 jolis fauteuils en cuir PK22 de Fritz Hansen. Ils avaient un fauteuil, je ne saurais pas dire de qui c'était, mais un fauteuil qu'ils voulaient réutiliser. Ils avaient aussi un beau lampadaire qu'ils voulaient réutiliser. Et après, sinon, dans le choix des luminaires, c'est ça qui leur a vraiment... Ça a été une étape pour eux assez plaisante, le choix des luminaires. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'aime bien aussi, parce que c'est quand même ça qui vient bien finir l'espace. Et du coup, on a pris beaucoup de plaisir à travailler avec eux sur les luminaires en fait, de l'appartement. Et en fait, ça leur convenait juste de pouvoir déjà choisir ça, mais que le reste ensuite soit déjà très intégré à l'appartement. Et d'ailleurs, je t'ai pas demandé tout ce qui est déco, même tapis, fauteuil dans le salon, c'est toi qui as tout trouvé. Exactement. Donc, comme je disais, il y a juste un lampadaire et ces 2 fauteuils en cuir dans le salon qu'ils avaient déjà. Et sinon, on est vraiment venu travailler avec eux sur tous les choix, que ce soit même le lit, il a été fait sur mesure, en fait, d'ailleurs, pour avoir le bois, le même bois. Mais on est venu leur proposer que ce soit les tapis, tous les luminaires, toute la quincaillerie, donc même toutes les petites poignées de porte, etc. Le canapé, la table basse, vraiment tout. Ouais, ok. Et on n'a pas parlé des toilettes qui sont extra, elles sont toutes noires. Oui, je les adore. Alors, vraiment du sol au plafond. Ce qui est assez rigolo, et je pense que c'est un peu cliché, hein, mais les toilettes, c'est toujours l'endroit où les clients ils ont un peu moins peur de faire autre chose. Et je ne sais pas pourquoi, avec Léna, on avait très envie d'avoir des toilettes en mosaïque noire brillante.
On trouvait que ça... noir brillant en plus. Oui, c'est brillant. Oui. On trouvait que ça fonctionnait super bien, en fait, quand même. Ce qui est assez rigolo, parce que tout l'appart est très clair, mais je sais pas, je trouve que je sais pas si c'est parce que ça fait... On a bossé beaucoup sur le projet et que du coup, pour nous, maintenant, c'est normal de les voir, mais je trouve qu'elles restent bien intégrées dans l'esthétique du projet. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'est vraiment fait plaisir dessus parce qu'on voulait, en fait, créer, du coup, les WC, donc tout noir, et faire des petits inserts un peu aléatoires de petites mosaïques blanches. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des grandes fans d'astrologie à l'agence, dont Léna, justement, la chef de projet. Et un jour, en rendez-vous de chantier, on se dit, non mais attends, en fait, c'est pas si simple que ça de faire un truc aléatoire. Est-ce qu'on viendrait pas faire les signes astrologiques des clients, les nôtres, et celui de l'entreprise générale, quoi, par exemple, le chef de l'entreprise générale et le menuisier, par exemple, donc 5 ou 6 signes astro. On le dit au client qui était là, qui a trouvé ça super drôle, qui nous a dit, écoutez, franchement, une fois de plus, je vous fais confiance, faites ce que vous voulez. Et du coup, nous, on est venus avec Léna un matin, avec nos petits Posca, pour, une fois qu'ils avaient posé toute la mosaïque, on est venus, en fait, avec nos photos de signes astrologiques et la tête en l'air, à venir, en fait, marquer les petits carreaux qu'il fallait enlever pour mettre les petits carreaux blancs. Et voilà. Du coup, je suis obligée de raconter cette anecdote parce qu'on était super fiers de nous et qu'au final, ça rend ultra bien. Ouais. Et donc, en fait, on a le signe du lion, du Sagittaire, de la Vierge, etc. Donc c'est vraiment... Et c'est vraiment de la mosaïque partout, sur les 4 murs. Même sur le mur, sol. Et on en a aussi, on a un petit placard au-dessus. En fait, c'est un WC suspendu, donc on a ce qu'on appelle un gébéride, quoi, le bâti support, qui fait une vingtaine de centimètres de profondeur. Et puis au-dessus, on en profite souvent pour faire un petit meuble de rangement. Et même ce meuble de rangement est intégralement couvert de mosaïque. De mosaïque. Et alors, ils venaient souvent sur le chantier, ces clients? Comment ça se passait? Alors nous, on tient vraiment à faire des rendez-vous de chantier à la base que archi et entreprise, parce que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace, et c'est mieux comme ça parce qu'en fait, l'idée c'est d'enlever le stress d'une rénovation à nos clients. Donc en fait, s'ils viennent à chaque rendez-vous, ils vont voir qu'il y a beaucoup de sujets, penser que c'est des problèmes alors que pas du tout, parce qu'en fait, c'est juste la réalité d'un chantier. Et du coup, c'est même plus simple pour eux et plus mieux psychologiquement de pas venir toutes les semaines et de pas venir entendre tous les petits trucs qu'on doit résoudre, etc. Donc nous, souvent, on leur demande de ne pas venir. Alors bien sûr, ça reste leur appart, ça reste leur chantier. Donc là, typiquement, la cliente, elle aimait bien venir de temps en temps. Elle venait parfois en rendez-vous de chantier, mais elle était ultra respectueuse. En fait, elle restait un peu en arrière et juste elle suivait et elle était contente d'écouter. Donc là, honnêtement, ça s'est quand même bien passé, malgré le fait qu'elle venait assez régulièrement. Mais c'est vrai que sinon, on propose plutôt aux clients s'ils veulent, passer voir une fois dans le week-end quand il n'y a personne sur place, faire leur petit tour et puis voilà. Ouais. Mais c'est vrai que le rendez-vous de chantier, déjà, en fait, on ne peut pas l'organiser en fonction de l'emploi du temps de tout le monde. On a quand même beaucoup de chantiers à gérer et du coup, s'il fallait en fait à chaque fois que tout le monde s'accorde, ça devient un peu impossible. Donc, on a normalement un créneau fixe chaque semaine avec l'entrepreneur sur place. Le client peut venir, mais on préfère quand c'est pas le cas. Et donc, il a découvert à la fin. Alors, ils sont quand même passés de temps en temps. Donc, ils voyaient quand même l'évolution, mais après, t'as toujours le côté un peu waouh à la fin, parce qu'en fait, une fin de chantier, ça ressemble à rien. Souvent, c'est assez impressionnant. On arrive, il y a 15 personnes sur place, il y a des bâches partout, et on se dit, mais c'est impossible, ce sera pas fini en 2 jours. Et en fait, en 2 jours, tout se dévoile, et c'est génial. Donc, même s'ils sont venus, il y a quand même vraiment l'effet waouh du jour de la réception de chantier, où en fait, t'arrives et il y a tout qui est terminé. Et en plus, la chance qu'on a eue, c'est que là, on a eu la tapissière qui a pu venir. Parfois, ça arrive qu'elle arrive un peu après la réception. Si jamais les cotes ont été prises un peu tard, si jamais les tissus ont été choisis un peu tard, là, ce qui est chouette, c'est que en fait, ils sont arrivés dans un appart vraiment terminé. Terminé, ouais. Et alors, tout était parfait à ton image, à tout ce que tu voulais, ou est-ce qu'il y a un petit quelque chose que tu aurais refait autrement? Ah non, vraiment, je l'adore, ce projet. Je sais qu'il peut paraître peut-être assez simple quand on le regarde, mais moi, c'est quelque chose que j'aime bien, quoi. Je sais que les clients, dans 5 ans, ils seront toujours contents de leur appartement et qu'ils s'en lasseront pas. Et j'avoue que j'adore ce côté vraiment très intemporel. Et je pense que c'est quelque chose qui a été plutôt réussi sur ce projet. Et en fait, on se sent vraiment bien quand on est dedans. Je pense que les clients, ils sont pour beaucoup, parce que vraiment, ça a été très, très sympa de bosser avec eux. Et puis, en fait, je sais pas comment dire, mais on est repassé chez eux plusieurs fois pour des petites livraisons qui manquaient ou des petites choses. Il y a eu une assise qui a été posée un peu après, etc. Et la réception des chaises, par exemple, aussi, qu'on a gérée un peu après. Et en fait, à chaque fois qu'on repassait avec Léna, on se sentait chez nous. On avait envie de rester. Tout est tout le temps super propre. Il y a toujours de l'encens dans toutes les pièces. Ça sent super bon partout. Enfin, à chaque fois, on se disait, oh là là, mais l'appart de rêve. Petit havre de paix, parce qu'on n'entend pas au-dessus. En plus, on n'entend rien. Et ce qu'il faut savoir, en plus, c'était... Léna, qui du coup est à l'agence depuis 1 an et demi maintenant, c'était quand elle est arrivée, c'était son tout premier projet.
Et donc je pense que ça aussi, je pense que ça a eu une autre saveur en fait, c'est que du coup, elle découvrait tout. Pour la première fois en tout cas à l'agence, le chantier, etc. Et du coup, je pense que pour elle aussi, il a une place particulière parce que c'était plutôt pas mal de chance de tomber sur des clients comme ça pour un premier gros chantier, une grosse rénovation. Et donc, c'est vrai que toutes les deux, on a vraiment beaucoup apprécié travailler sur ce projet. C'est top. Et aujourd'hui, honnêtement, je pense qu'il n'y a rien que je changerais dans le projet. Et honnêtement, ça a été génial parce que les réserves, ce qu'on appelle les réserves, ça c'est quand tu as des petites retouches à la fin, tu fais ton PV de réception de chantier et tu notes s'il y a des petites retouches à faire. Il y avait 4 trucs qui ont été repris dans les 2 jours qui ont suivi la réception et l'entreprise n'a jamais eu ensuite à revenir sur place. Et ça, franchement, c'est incroyable. C'est vraiment pas fréquent. Ah, c'est pas fréquent. Non, t'as toujours pas mal de petites réserves et c'est fréquent qu'il y ait une entreprise qui traîne parfois un petit peu pour venir lever les réserves. Donc là, c'était vraiment génial que ce soit pas le cas. Ça facilite les choses pour tout le monde et ça fait que l'entente avec le client, elle reste intacte, quoi. C'est génial. Et tu travailles toujours avec le même entrepreneur, artisan Alors, j'ai une entreprise vraiment principale avec laquelle j'adore travailler. En fait, je trouve ça génial parce que c'est une entreprise, ils sont tous colombiens, c'est tout le temps la bonne humeur, tout le temps de la musique sur le chantier, quoi. C'est génial de bosser avec eux, rien que pour l'entente au quotidien, l'entente globale, ils sont ultra sympathiques. Et ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est que du coup, celui, Jaime, qui avait l'entreprise générale, il est reparti vivre en Colombie et en fait, il a passé les rênes à sa fille, Juliana, qui a mon âge. Et en fait, du coup, c'est génial parce qu'on a le même âge toutes les deux. Du coup, en fait, c'est une relation très chouette et c'est pas super fréquent qu'une entreprise générale, elle soit dirigée par une femme en plus. Et c'est bête, mais il y a un côté super agréable quand il y a un problème. C'est pas un combat de coq. Quand il y a un problème, on trouve une solution toutes les deux et c'est pas une discussion un peu débile comme honnêtement on peut avoir parfois avec d'autres entrepreneurs. Donc ça, c'est un côté quand même vraiment super agréable. Et c'est vrai que maintenant, c'est juste que vu que l'agence a grandi un peu et qu'on a plus de projets, on peut plus compter que sur une seule entreprise. Là, tu vois, actuellement, on a une dizaine de chantiers en cours. C'est impossible d'avoir une seule entreprise qui va tout gérer. Donc on en a 4 avec lesquels on travaille régulièrement et ça tourne. Mais j'avoue que l'entreprise là dont je te parlais reste quand même un peu notre chouchou. Ouais. Mais par contre, honnêtement, maintenant, on a découvert d'autres entreprises et on adore bosser avec d'autres entreprises aussi. Et en termes de marques, de fournisseurs, etc., pareil, tu tournes un peu ou tu as un peu Alors, on a forcément nos automatismes. Ouais. C'est vrai que par exemple pour les parquets on va beaucoup aller chez Carré-Sol tout simplement parce que déjà le commercial est super sympa, qu'on aime bien bosser avec lui et que leurs références sont chouettes et que ça plaît toujours à nos clients. En carrelage on va toujours chez Ceramica qui se trouve rue de Paradis. Il y en a plusieurs mais nous on aime bien celui qui est rue de Paradis. Pareil, les commerciaux ils sont top et ils ont tout ce qu'il faut, ils sont super réactifs, donc on bosse quand même beaucoup avec ce fournisseur. Et après en marque de carrelage, on a nos petits chouchous, Winkelmans, Chesy, dont je te parlais tout à l'heure, qui est celle qu'on a utilisée, justement, la mosaïque qu'on a utilisée pour ce projet. Donc, c'est vrai qu'on va avoir tendance parfois à retrouver des matières dans les différents projets sur lesquels on travaille. Et ensuite, on a beaucoup les tissus. J'aime beaucoup travailler avec des dards. D'ailleurs, ça j'en ai pas parlé, mais l'assise de la banquette de l'entrée, alors il est très connu, c'est le Tiger Mountain, c'est le tissu, tu sais, avec les motifs un peu tigre de chez Dédard que tu vois un peu partout, mais pour une bonne raison, c'est juste qu'il est très chouette. Et là, tu peux le voir sur les assises de mon agence. Oui, c'est ce que j'ai entouré parce que ça, c'est le voilage que les clients ont chez eux, et ça, c'est les assises que les clients ont chez eux aussi. Donc ça, c'est assez rigolo. Oui, parce qu'on enregistre là dans ton agence qui est pas très loin de ce chantier. Non, exactement, pas très loin un quart d'heure à pied. Ouais. Donc ça, c'était vraiment génial au quotidien. Dans le quartier. Oui, ouais. On a beaucoup de chantiers dans le 18e. Honnêtement, là, cette année, on en a eu en même temps 5 quasiment dans un périmètre de 10 minutes à pied. Ouais. Toi, tu te déplaces encore sur les chantiers Alors oui, bien sûr. Ou toi, tu es un peu plus, maintenant que tu as grossi, tu es chef d'orchestre Alors, je suis bien sûr chef d'orchestre parce qu'en fait, là, actuellement, j'ai 5 chefs de projet à l'agence. Donc forcément, je peux plus du tout gérer comme avant. Avant, j'étais vraiment pareil comme elle, chef de projet, c'est-à-dire que j'avais mes projets et à côté, j'avais une personne qui avait ses projets et du coup, ça marchait plutôt bien. Maintenant, c'est plus possible en fait de fonctionner comme ça. Donc, je peux plus moi toute seule gérer un projet, j'ai plus le temps. Mais par contre, je chapeaute un petit peu tous les projets bien sûr. Et après, j'ai aussi extrêmement confiance en fait dans les filles que j'ai à l'agence parce que c'est que des filles qui sont vraiment top et du coup, en fait, ça se passe très bien. Et je pense que là, on a justement passé un peu un cap
en termes d'équipe, parce que ça fait pas si longtemps que ça en fait que j'ai autant de personnes à l'agence. Et là, je pense que cette année, on a un peu passé un cap et je peux vraiment faire pleinement confiance. Et il y a une énorme autonomie en fait qui a été trouvée dans le travail. Et du coup, ça change tout dans l'organisation au quotidien. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que les chantiers, j'y suis pas toutes les semaines. J'y vais dès que je peux. Et j'y vais quand il y a bien sûr des sujets importants. Et aussi, je vais pas te mentir, ça dépend aussi des clients. Il y a des clients où tu sens que c'est très très important que tu passes régulièrement parce que c'est toi qu'ils ont choisi. L'agence, en fait, vu qu'elle a mon nom, tu sais, il y a un truc parfois où en fait le client il se sent plus en confiance, plus à l'aise avec toi, alors qu'au final ils sont ultra bien pris en charge par la chef de projet, mais il y a parfois ce besoin quand même d'avoir ma réponse en plus de celle de la chef de projet, même si c'est la même. Donc bien sûr, quand on sent que c'est vraiment nécessaire et que ça va un peu détendre tout le monde, bien sûr je vais être là, mais j'essaye tant que possible de vraiment intégrer la chef de projet tout de suite dans la discussion avec les clients pour qu'ils comprennent bien que ça va être une personne très importante dans la suite du projet avec eux. Oui. J'aime bien ça va détendre tout le monde. On imagine. Toujours, non, honnêtement, je pense qu'on a un très très bon relationnel avec nos clients, mais on va pas se mentir, il y a forcément toujours un moment où il peut y avoir une petite tension, que ce soit à cause du budget, à cause du délai, à cause de quelque chose. Ça peut arriver forcément que parfois, et quand je dis tension, c'est vraiment... C'est rien de grave, hein, quoi, je veux dire. Oui, bien sûr. Et tu mets un cadre justement dans les échanges. Comment tu communiques avec eux? Tu les tiens au courant? Tu écris des messages? Vous faites des... Alors là, on est en train de supprimer les groupes WhatsApp parce que je trouve que c'est devenu un peu invivable au quotidien. Tout va dépendre du client, bien sûr, mais en fait, c'est assez fréquent qu'on se dise « Ah, juste j'y pense, donc j'envoie un WhatsApp et il est 23h, ou c'est le samedi, ou c'est le dimanche. » Et moi, en fait, ça, c'est quelque chose où les 2 premières années, je prenais sur moi, et là, je peux plus, en fait. Vraiment, la séparation pro-perso, elle est trop importante, surtout que j'ai 3 enfants en bas âge. Et l'idée, en fait, d'avoir mon agence, c'était absolument pas de devoir travailler tout le temps, c'était justement de pouvoir un peu mieux gérer mon temps aussi. Et donc, c'est vraiment trop important pour moi de réussir à couper le soir, de réussir à couper le week-end. Et je trouve que les groupes WhatsApp que les clients vont avoir tendance à créer directement sans même forcément demander, ont tendance à être un peu compliqués pour cet équilibre. Donc souvent ce qu'on demande c'est vraiment juste les échanges par mail, ça fonctionne super bien, quoi. Je veux dire, en fait il y a pas de, ça ne change rien pour la personne, c'est très simple, et de conserver les messages WhatsApp ou SMS juste pour une prise de rendez-vous ou une vraie urgence. Mais en fait sinon c'est même plus simple pour nous d'avoir une boucle de mail pour avoir un historique complet du projet que de venir répartir les échanges sur différents supports. Ouais. Toi, tu fais surtout du résidentiel ou tu fais un petit peu de... On fait un peu de tout, principalement du résidentiel, mais j'avoue que j'aime beaucoup les projets pour les pros. Tu vois, cette année, on vient de finir une salle de sport. Mais d'ailleurs, on s'était rencontrés et là, c'est pour la même cliente. Ah oui, comment ça s'appelait? On s'était rencontrés il y a 3 ans, je crois. C'était ça, on avait fait une conférence pour Made il y a 3 ans chez K. Feumade.com. C'est ça. Et du coup, ça, c'était la première salle de sport qui se trouve rue Bichat. Ouais. Et en fait, là, on en a fait une deuxième qui se trouve... il y a 2 accès rue de Rivoli, rue Saint-Bon, pour la même cliente qu'on vient de terminer là en septembre. Ouais. On a livré un hôtel aussi il y a 1 an. Là, on vient de lancer hier un gros chantier, un gros centre de dermatologie qui est vraiment incroyable. Il est rue Vivienne, face à la Bourse, donc la vue est incroyable. Et là, tu dois faire quoi? Là, c'est une rénovation complète. Le local, le local est vide et il faut tout faire. Donc, c'est un gros chantier, gros budget, beaucoup de sujets techniques. Donc, mais j'aime beaucoup parce que du coup, ça change du particulier aussi. Et j'ai pas du tout envie de ne plus avoir de particulier. J'adore ça, mais du coup, je trouve que l'équilibre entre les deux, il est chouette. Oui. De réussir, en tout cas, à avoir 2-3 projets pro par an et le reste du particulier, c'est vraiment génial. Ouais. Et toi, ton agence, elle a tu disais, 5 ans. Elle a 5 ans. 5 ans. En fait, j'ai créé l'agence en octobre 2020, donc ça fait 5 ans. Et c'est vrai que ça a bien pris assez rapidement. Donc, tu vois, j'ai commencé bien sûr toute seule. Et au bout de 2 ans, j'ai eu une première chef de projet. Et tu vois, 3 ans après, j'en ai 5, plus une responsable d'agence. Donc, en fait, l'équipe, elle a vite grossi et c'est super. Ouais, génial. Tu te vois où dans quelques années? Que ça évolue comme ça, cet équilibre J'aime bien l'équilibre qu'on a trouvé actuellement, parce qu'en fait, c'est pas simple de passer de toi toute seule à plein de chefs de projet. Il faut apprendre à déléguer, à manager, et c'était quoi. Là, tu vois, par exemple, en 2025, je pense que ça a été mon plus gros sujet, de réussir à
manager correctement, etc., à s'organiser autrement, parce qu'en fait, c'est pas la même chose de s'organiser seul et en fait d'organiser un planning avec tout le monde. Et du coup, ça n'a pas toujours été facile, parce que c'est des sujets en fait qui sont pas simples, d'être sûr que tout le monde soit bien dans son travail, bien dans la charge de travail, d'ailleurs bien quantifier aussi le nombre de projets par personne. Est-ce que là, il y en a trop? Est-ce qu'il y en a pas assez? En 2025, il y en avait un peu trop, justement. Donc, tu vois, il fallait essayer de faire en sorte qu'on reparte sur des bonnes bases, que chacune soit vraiment à l'aise dans le travail qu'elle a. Et ça, en fait, c'est des sujets qu'on apprend sur le tas et qui sont pas simples. Et donc là, je trouve qu'on a trouvé un bon équilibre actuellement, et j'aimerais bien... dans l'idée, c'est d'essayer de rester à cette échelle, parce que moi, ça me permet quand même d'avoir un regard, en fait, sur tous les projets qu'on a. Et si tu commences, en fait, à trop grossir, il y a un moment où j'ai du mal à comprendre comment est-ce qu'on peut, du coup, avoir un regard, en fait, sur tout, et même, du coup, d'être assez présente aussi vis-à-vis de nos clients. Parce qu'en fait, là, tu vois, on a quoi? On a une 20aine de projets au total. En ce moment? Oui, en ce moment. Ah ouais. On en a 24-25. Donc, en fait, de réussir à être présent pour tout le monde, là, tu vois, c'est déjà bien. Et si tu commences à augmenter encore en termes de nombre de projets, j'ai du mal à... Là, en tout cas, maintenant, c'est pas quelque chose que j'aimerais Et toi, tu as un œil faire. sur chacun de ces 20 projets? Oui, bien sûr. Ouais. Mais parce qu'ils sont tous à des stades très différents. Tu vois, il y en a un là qu'on livre dans 2 jours, il y en a un qui a démarré hier. Donc en fait, c'est tellement à des stades différents que bien sûr, et c'est aussi parce que maintenant j'ai mes chefs de projet, et c'est génial parce que du coup, ça me permet d'être libérée au niveau de la production de documents, mais de plus du coup venir intervenir en fait à chaque rendez-vous, etc. Ouais. Donc pour toi, là, tu as eu pas mal de chantiers, de ce que j'entends, Oui. parce qu'on peut aussi comprendre qu'on est dans une période qui peut être pas forcément évidente. Mais toi, là où tu es implantée... Alors, moi, j'ai vraiment pas ressenti... je pense qu'on a eu de la chance là-dessus, mais j'ai pas eu de baisse du tout d'activité. Au contraire, en fait, ça a continué de croître plutôt. Je disais, en fait, déjà, je pense qu'on a un bon relationnel, donc on a pas mal de bouche à oreille de nos clients qui vont nous recommander à d'autres clients. Les réseaux, parce que je suis assez présente sur Instagram, donc c'est vrai que je poste pas mal. J'essaye vraiment de faire... je fais un shooting assez rapidement après la livraison du chantier, comme la majorité des archis, hein, bien sûr, mais c'est vrai que je suis assez présente sur Instagram et que c'est un réseau qui fonctionne bien pour moi. Je trouve quand même beaucoup de clients via Instagram. Tu le fais Instagram. pour que ça t'apporte du business, justement, ou parce que ça te plaît aussi de partager? Alors, déjà, ça me plaît aussi, bien sûr, parce qu'au final, c'est un peu le seul moyen pour nous de réellement montrer ce qu'on sait faire. En tout cas, ça l'était pour les premières années. Là, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont aussi sur le site internet directement, via les quelques articles qu'on peut avoir, le bouche à oreille, comme je te disais. Mais ça reste super important, en fait. C'est vraiment... Donc parfois, je me force un peu à poster, mais c'est un média que j'aime quand même beaucoup. Moi, j'avoue que je suis aussi beaucoup d'architectes sur Insta et j'aime beaucoup suivre leur travail au quotidien. J'en ai même rencontré pas mal. C'est assez chouette, en fait. On s'entraide aussi souvent entre archis, s'il y a besoin d'une entreprise, un fournisseur ou quelque chose. Donc, c'est quand même une appli que j'aime beaucoup. Autant pour montrer mon travail que découvrir le travail des autres et échanger avec d'autres archis. Ouais, et ça t'inspire même Instagram ou pas, forcément? Alors, je pense que ça inspire forcément, parce que forcément tu vois des images tout le temps, ouais. Donc forcément ça t'inspire. Honnêtement, c'est les magazines, c'est des archis. Alors ça peut paraître un peu cliché, mais des archis des plus années 30, 40, 50 que j'aime beaucoup. Ça va être... Moi, j'ai toujours beaucoup aimé le travail de Alvar Aalto. J'avais fait 1 an d'études en Finlande, et c'est vrai que là-bas, c'est un peu un dieu, Alvar Aalto. Le design, il est très, très imprégné dans la culture finlandaise, en fait, vraiment à toutes les échelles, donc c'est assez chouette. Mais voilà, j'ai quelques archis un peu fétiches que j'aime beaucoup, qui inspirent tout le temps. Et après, je pense que c'est forcément, même inconsciemment, tout ce qu'on voit sur les réseaux, Instagram... en fait, on défile tout le temps plein d'images, donc ça t'inspire forcément. Ouais. Après, on utilise pas mal Pinterest aussi. Et là, on va amorcer, je sais pas quand les auditeurs vont écouter l'épisode, mais l'épisode va sortir le jour de Maison et Objets. Non, pas le jour, ça commence le jeudi, on sort le vendredi. Oui. Mais est-ce que toi, par exemple, les salons, même Paris Déco Off, ce genre de choses, ça t'intéresse ou ça te fait perdre du temps? En fait, c'est quelque chose pour le moment, mais je pense que c'est plus lié à ma vie perso. C'est que, comme je disais, j'ai 3 enfants qui sont petits. Et en fait, ça fait que dans l'organisation que j'ai au quotidien, mon organisation elle est assez millimétrée. Et c'est assez difficile pour le moment. Je dis pas que je vais jamais y aller. J'y suis déjà allée quelques fois à Maison et Objets, mais j'avoue que parfois j'ai trouvé ça un peu redondant, donc j'y vais pas forcément tous les ans. Mais c'est vrai qu'en fait, dans l'organisation que j'ai au quotidien, c'est pas toujours simple de venir
changer la trame de la journée. Donc c'est vrai que moi je tiens vraiment à être chez moi, tu vois, entre 17h30 et 18h pour être à la sortie de l'école avec les enfants. 17h30, t'arrives à être chez toi. En fait, et l'école est juste à côté de l'agence. Oui. Donc soit c'est mon mari qui va les chercher, soit on se retrouve devant l'école, soit je les retrouve à la maison un peu plus tard, vers max 18h. Mais j'essaye de jamais être après 18h à la maison. Et tu rebosses après ? Alors avant oui, les 2 premières années oui, et maintenant j'arrive à plus le faire. Ça dépend des périodes. Là, typiquement, le gros projet de dermato dont je te parlais, ça nécessitait pas mal de temps. On était sur une conception très courte. Et donc là, j'ai dû parfois rebosser un peu le soir, mais c'est quelque chose que j'essaye vraiment à tout prix d'éviter. Déjà, j'ai un mari qui rebosse pas le soir. Et du coup, en fait, parfois, c'est un peu déprimant de me dire, moi, je vais devoir ressortir mon ordi alors que lui va regarder sa série ou quelque chose. C'est quelque chose que vraiment, j'essaye de plus faire. Je trouve que c'est trop compliqué, en fait, au quotidien. Ouais, bravo de réussir à tenir et de se mettre cette discipline. C'est une discipline en fait. En fait, c'est ça. C'est vraiment des habitudes à prendre parce que bien sûr que je pourrais travailler non-stop sinon. J'imagine que toujours tu ne fais pas une pause déj avec une copine, mais c'est rare. Voilà, rare. Mais je peux me le permettre de plus en plus. Ouais. Alors que vraiment les premières années, pas parce du tout. Parce que maintenant, tu as une équipe. Et exactement. Et là, en fait, ça change tout parce que tu peux un peu t'appuyer sur ton équipe, forcément. Et du coup, ça a un peu changé quand même les choses et je peux me permettre un peu plus de choses qu'avant. Mais c'est vrai que du coup, on est tout le temps invité à tous les vernissages, même tu sais en soirée. En fait, parfois, moi, je me demande comment font les gens pour aller à tous ces événements-là, parce que moi, en fait, dans ce cas-là, je suis crevée et je tiens pas. Donc, c'est vrai que pour le moment, je privilégie les projets et les enfants. Et une fois qu'ils auront grandi, peut-être que je me laisserai aussi plus de temps pour faire ce genre de choses. Ouais, c'est super. Écoute, merci beaucoup. J'étais très contente d'échanger avec toi. Merci et bravo pour ce beau projet. Franchement, allez voir. Et ton Instagram, c'est quoi ? Hélène Lacombe. Tout simplement. Merci beaucoup, Hélène. Merci à toi. Au revoir. Bonne journée. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes et retrouver tous ceux qui ont déjà été enregistrés. N'hésitez pas non plus à le partager en l'envoyant à vos proches qui pourraient être intéressés ou en story Instagram. D'ailleurs, on peut se retrouver sur le compte Décodeur où je poste très régulièrement. Et si jamais vous avez 15 secondes, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles ou un avis. C'est juste sous la liste des épisodes. Non seulement ça me fait très plaisir, évidemment, mais dans la jungle des podcasts, plus on a de notes, plus on se fait remarquer, ce qui est très important pour moi. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.